Aujourd'hui, je vais te montrer comment déterminer si tu as un trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité et comment ne pas le confondre avec un haut potentiel. Je te souhaite la bienvenue à l'Université des hauts potentiels dans laquelle nous aidons les personnes avec un profil psychologique de haut potentiel à s'épanouir avec leur douance pour, je l'espère, co-créer un monde meilleur. Tu sais que je suis très surpris du nombre de personnes qui ont pré-réservé leur place pour l'accompagnement qui se nomme « Dépasse ton TDAH » pour libérer ton plein potentiel et maîtriser la concentration et la productivité pour enfin obtenir une vie professionnelle et personnelle épanouie. C'est une formation numérique plus des séances d'accompagnement en visioconférence. Toutes les informations se trouvent en description de cette vidéo ou de ce podcast. Et si ça t'intéresse, vas-y, clique maintenant. Donc, aujourd'hui, peut-être que tu as peur de confondre le trouble du déficit de l'attention avec le haut potentiel. Il y a beaucoup de similitudes. Et tu peux être un petit peu angoissé aussi à l'idée d'avoir un trouble qui sommeille en toi sans le savoir. Et comme je le disais dans la vidéo du début de la semaine, que je te recommande de visionner, où je parle du TDAH, peut-être que tu es angoissé à cause de certains problèmes de concentration, de mémorisation qui te mettent un petit peu la puce à l'oreille. Et tu es peut-être frustré de ne pas arriver à terminer les tâches que tu entreprends. Ou alors peut-être que tu as un peu l'impression d'être tout le temps impatient et tu en as peut-être un peu marre d'avoir cette impatience au fond de toi et même qui t'amène parfois à avoir ton énergie qui fasse sans cesse le yo-yo. Et tu es peut-être un petit peu épuisé par cette hyperactivité, puisque c'est vraiment le mot. Et à cause de ça, peut-être que tu as peur de tomber dans un certain isolement. Donc, si tu as vraiment tous ces problèmes-là, ce dont tu as vraiment besoin, c'est de savoir si ce comportement-là est vraiment un comportement du trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Alors bien sûr, je te recommande de prendre rendez-vous avec un professionnel ou de prendre rendez-vous avec un professionnel de l'Université de haut potentiel pour établir un diagnostic particulier en face à face. Mais je vais te donner quelques pistes d'exploration pour que tu comprennes bien les tenants et les aboutissements du TDAH et ne pas les confondre avec le haut potentiel. Donc le TDAH, c'est quoi ? Eh bien, son nom parle pour lui-même. C'est un trouble, donc un trouble psychologique. C'est quelque chose qui arrive à un moment, on ne naît pas avec. Un trouble du déficit de l'attention, c'est-à-dire qu'on perd sa capacité, on a des problèmes avec sa capacité à maintenir son attention sur quelque chose, et avec ou sans hyperactivité. C'est-à-dire que dans certains cas, il peut y avoir une hyperactivité, c'est-à-dire une tendance à ne pas pouvoir rester en place, mais parfois, il peut très bien ne pas y avoir hyperactivité, et c'est là que ça complique les choses, parce qu'on a beaucoup plus de mal à diagnostiquer un TDAH quand il n'y a pas d'hyperactivité, parce qu'on n'en voit pas tout de suite, enfin, c'est pas flagrant d'avoir quelqu'un qui a un TDAH. Donc, pour ne pas faire d'erreur et que tu sois bien au courant, on va l'explorer. Donc, on va se placer comme ça, voilà. Dans le DSM-5, le DSM-5, c'est quoi ? C'est le manuel des troubles psychiatriques et des critères diagnostiques du trouble psychiatrique. Et donc, il y a une partie qui est donc réservée aux critères pour diagnostiquer un déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Donc, je vais te lire ce que c'est. Je vais traduire un petit peu parce qu'il y a des mots qui sont un petit peu durs par rapport à ça. Alors, c'est un mode persistant d'inattention et ou d'hyperactivité impulsivité. Donc c'est un mode persistant, donc c'est quelque chose qui dure dans le temps, c'est pas juste aujourd'hui je suis hyperactif ou ce matin j'avais du mal avec ma concentration et puis c'est parti. Non, c'est un mode persistant, ça reste, et tu vas le voir combien de temps justement, d'inattention et ou d'hyperactivité impulsivité. Parce qu'il peut y avoir hyperactivité, c'est-à-dire qu'on a tout le temps besoin de bouger, et impulsivité, c'est « je ne peux pas contenir ce que j'ai à dire ou à faire. J'ai une impulsivité, je le fais sans réfléchir. » Okay ? Donc c'est un mode persistant d'inattention et ou d'hyperactivité impulsivité qui interfère avec le fonctionnement ou le développement. Donc c'est-à-dire que c'est gênant avec le fonctionnement du quotidien, c'est handicapant, ou dans le développement, dans le cas d'un enfant ou d'un adolescent. Donc ça gêne dans les deux cas. Donc, ce mode persistant d'inattention est caractérisé par deux éléments. Premier élément, c'est l'inattention.
Et deuxièmement, c'est l'hyperactivité et l'impulsivité. Donc on va d'abord aller explorer les critères d'inattention. Pour qu'il y ait suspicion de TDAH avec l'inattention, il faut qu'il y ait 6 ou plus des symptômes suivants qui persistent depuis au moins 6 mois. Donc au moins 6 symptômes que je vais te donner, qui sont là depuis au moins 6 mois. Donc je te disais, si c'est une hyperactivité ponctuelle d'une journée, une semaine, c'est pas le cas, ça peut être une fluctuation. Il faut que ce soit présent depuis au moins 6 mois. À un degré qui ne correspond pas au niveau de développement, donc à un degré qui ne correspond pas au niveau de développement, c'est-à-dire que, effectivement, si tu prends un enfant de 1 an, sa durée, sa capacité d'attention est très faible, c'est de l'ordre de quelques secondes. Si c'est pour un adulte, la capacité d'attention est de plusieurs heures. Donc tu vois, il faut que ça corresponde, que ce soit qui ne correspond pas au niveau de développement de la personne et qui a un retentissement négatif direct sur les activités sociales et scolaires ou professionnelles. C'est-à-dire que ça a un impact directement. Si ce n'est pas gênant, dans l'absolu, on ne peut pas considérer ça comme un trouble. C'est un manque d'attention, c'est une certaine activité un petit peu plus forte, impulsivité comme certaines personnes en ont, mais ce n'est pas un trouble qui va devenir gênant dans les activités sociales, scolaires ou professionnelles. Alors, les symptômes, donc 6 ou plus. Premièrement, petit a, souvent ne parvient pas à prêter attention aux détails ou fait des fautes d'étourderie dans les devoirs scolaires, le travail ou d'autres activités. Par exemple, néglige ou ne remarque pas des détails. Le travail est imprécis. Premier symptôme. Il faut qu'il y en ait au moins 6. Deuxième symptôme, a souvent du mal à soutenir son attention au travail ou dans les jeux. Par exemple, a du mal à rester concentré pendant les cours magistraux, des conversations ou la lecture de longs textes. Donc effectivement, je ne vais pas te paraphraser ce qui est expliqué, c'est assez explicite. Troisième symptôme, semble souvent ne pas écouter quand on lui parle personnellement. Par exemple, semble avoir l'esprit ailleurs, même en l'absence d'une source de distraction évidente. Symptôme suivant, donc c'est 1, 2, 3, quatrième symptôme, souvent ne se conforme pas aux consignes et ne parvient pas à mener à terme ses devoirs scolaires, ses tâches domestiques ou ses obligations professionnelles. Par exemple, commence des tâches, mais se déconcentre vite et se laisse facilement distraire. Donc tu peux t'amuser à prendre un papier, un stylo, et tu mets la vidéo sur pause, et tu coches les critères pour savoir si tu les as, au moins 6, depuis au moins 6 mois. Donc je te répète, petit a, souvent ne parvient pas à prêter attention aux détails. Petit b, a souvent du mal à soutenir son attention au travail dans les jeux. Petit c, semble souvent ne pas écouter quand on lui parle personnellement. Petit d, souvent ne se conforme pas aux consignes et ne parvient pas à mener en terme ses devoirs scolaires, ses tâches domestiques. Petit e, a souvent du mal à organiser ses travaux ou ses activités. Par exemple, des difficultés à gérer des tâches comportant plusieurs étapes, difficultés à garder ses affaires et ses documents en ordre, travail brouillon ou désordonné, mauvaise gestion du temps, échoue à respecter les délais. 1, 2, 3, 4, 5, 6e, donc petit f, souvent évite a en aversion, ou fait à contre-cœur les tâches qui nécessitent un effort mental soutenu. Par exemple, le travail scolaire ou les devoirs à la maison. Chez les grands adolescents et les adultes, préparer un rapport, remplir des formulaires, analyser de longs articles. Petit g, prend souvent les objets nécessaires à son travail ou à ses activités. Perd souvent les objets nécessaires à son travail ou à ses activités. Par exemple, matériel scolaire, crayon, livres, outils, portefeuille, clés, documents, lunettes, téléphone mobile. Petit h, se laisse souvent facilement distraire par des stimuli externes. Chez les grands adolescents et les adultes, il peut s'agir de pensées sans rapport. Donc on est distrait par des pensées comme ça qui passent. Petit i, a des oublis fréquents dans la vie quotidienne. Par exemple, effectuer les tâches ménagères et faire les courses. Chez les grands adolescents et les adultes, rappeler des personnes au téléphone, payer des factures, honorer des rendez-vous, etc. Donc là, on est dans la première des deux thématiques, c'est l'inattention. Donc là, si tu as déjà au moins 6, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, si tu en as au moins 6 depuis 6 mois, eh bien, tu as déjà une suspicion de TDAH. Mais il faut la compléter maintenant avec l'hyperactivité, l'impulsivité. Donc là, si tu as au moins 6 là-dedans, il y a suspicion. Si tu as les 9 sur 9, c'est une très forte suspicion de TDAH et je t'invite à consulter.
Maintenant, voyons du côté de l'hyperactivité et de l'impulsivité. Là, c'est pareil. 6 ou plus des symptômes suivants persistent depuis au moins 6 mois, à un degré qui ne correspond pas au niveau de développement et qui a un retentissement négatif direct sur les activités scolaires, sociales et professionnelles, et ou professionnelles. Petit a, remue souvent les mains ou les pieds ou se tortille sur son siège. Ça, c'est la partie la plus évidente. Petit b, se lève souvent en classe ou dans d'autres situations où il est supposé rester assis. Par exemple, quitte sa place en classe, au bureau ou dans un autre lieu de travail ou dans d'autres situations où il est censé rester en place. Petit c, souvent court ou grimpe partout dans des situations où cela est inapproprié. Chez les adolescents ou les adultes, cela peut se limiter à un sentiment d'impatience motrice. Parce que c'est vrai que chez les adultes, on ne va pas se mettre à courir dans tous les sens, on va rester assis, mais il va y avoir une impatience motrice, tu vois, au niveau des mouvements. Quelqu'un qui ne peut pas rester en place. Petit d est souvent incapable de se tenir tranquille dans les jeux ou les activités de loisirs. Donc tu peux cocher. Petit e est souvent sur la brèche ou agit souvent comme s'il était monté sur ressort. Par exemple, n'aime pas rester tranquille pendant un temps prolongé ou est alors mal à l'aise comme au restaurant ou dans une réunion, peut être perçu par les autres comme impatient ou difficile à suivre. Petit f parle trop souvent. Blablabla. Petit g laisse souvent échapper la réponse à une question qui n'est pas encore entièrement posée. Par exemple, termine les phrases des autres, ne peut pas attendre son tour dans une conversation. Petit h a souvent du mal à attendre son tour, par exemple dans une file d'attente. Petit i interrompt souvent les autres ou impose sa présence, par exemple fait irruption dans les conversations, les jeux, les activités, peut se mettre à utiliser les affaires des autres sans le demander ou en recevoir la permission. Chez les adolescents ou les adultes, peut être intrusif et envahissant dans les activités des autres. Ok ? Donc voilà encore les 9 symptômes de l'hyperactivité. Si tu en as au moins 6, tu as donc une forte suspicion de TDAH, un trouble de déficit d'attention avec hyperactivité. Donc, tu vois, ça, c'est vraiment la définition avec lesquelles on fait un critère diagnostic des troubles de déficit d'attention, ce qu'utilisent tous les psychologues, les neuropsychologues, les thérapeutes, etc. C'est le manuel de référence. Hop, voilà, il y a un petit reflet là-dedans. Donc, voilà, ça, ce sont les critères du DSM-5. Maintenant, on va voir les différences entre le TDAH et le HPI, parce que là, je te donne les critères. Mais il y a des différences. Premièrement, le TDAH, le trouble du déficit de l'attention, et le HPI, c'est-à-dire le haut potentiel intellectuel, sont deux concepts distincts, mais ils peuvent parfois présenter des similitudes. Donc je vais te donner les principales différences entre les deux. Premièrement, c'est la nature du trouble. Le TDAH est considéré comme un trouble neurologique qui affecte le fonctionnement exécutif du cerveau. Ok ? Notamment, on a vu l'attention, l'impulsivité et l'hyperactivité. En revanche, le HPI, c'est une caractéristique de la personnalité. Ok, c'est pas un trouble. Les individus ont un quotient intellectuel élevé et des aptitudes cognitives supérieures. D'un côté, on a un trouble, de l'autre côté, c'est une caractéristique. C'est totalement différent. Au niveau des symptômes, le TDAH se manifeste principalement par des difficultés d'attention soutenues, de l'organisation, du contrôle des impulsions et l'hyperactivité. Le HPI se caractérise par des capacités intellectuelles et ou émotionnelles supérieures, une pensée divergente, une créativité accrue et une sensibilité émotionnelle. Okay ? Au niveau des diagnostics, le TDAH est diagnostiqué selon les critères du DSM-5, on l'a vu. Le HPI est évalué par des tests ou tests de quotient intellectuel ou d'autres mesures spécifiques des performances cognitives ou émotionnelles. Au niveau de l'impact, la différence au niveau de l'impact, le TDAH peut entraîner des difficultés dans la vie quotidienne, notamment au niveau de l'organisation, on l'a vu, de la concentration, etc. Tandis que le HPI peut présenter des défis tels que l'ennui dans des environnements qui sont des environnements un petit peu calmes, tu vois, l'apprentissage standardisé, ou alors il peut présenter des difficultés relationnelles dues à des différences cognitives et ou émotionnelles, encore une fois. Et au niveau de l'approche et traitement, c'est carrément différent. Le TDAH est souvent traité par des approches combinées qui comprennent des médicaments, des interventions comportementales, des ajustements environnementaux, donc c'est des thérapies comportementales cognitives, ou bien des aménagements du lieu de travail ou de vie, tandis que le HPI
n'est pas considéré comme un trouble qui nécessite un traitement. Mais c'est un profil qui peut bénéficier d'un accompagnement pour favoriser le développement des compétences et l'épanouissement. Donc, tu vois, déjà, ce sont deux choses très, très, très différentes. Maintenant, au niveau des similitudes, parce qu'il y en a. Par exemple, au niveau de l'intensité de la pensée, les personnes atteintes de TDAH et celles ayant un haut potentiel peuvent toutes deux faire preuve d'une pensée rapide et intense. Elles peuvent avoir des idées multiples, être créatives et avoir une capacité d'analyse approfondie. Parce que d'un côté, c'est un cerveau qui est dopé par l'hyperactivité, de l'autre côté, c'est un cerveau qui est dopé par sa cylindrée elle-même, qui est plus puissante. Je fais des images, je vulgarise. Similitude aussi au niveau des difficultés d'adaptation. Les individus avec un TDAH et un haut potentiel peuvent éprouver des difficultés à s'adapter à des environnements qui ne correspondent pas à leurs besoins spécifiques. Ils peuvent se sentir déconnectés ou avoir du mal à trouver leur place dans des contextes qui ne stimulent pas leur intellect ou ne répondent pas à leurs besoins d'attention et de stimulation. Parce qu'un haut potentiel, lui, il va s'ennuyer. C'est simplement de l'ennui. Le TDAH, lui, il a son système de récompense, c'est la dopamine, en fait, c'est beaucoup plus chimique, qui n'est pas stimulé, donc il est en manque. Donc, similitude, mais fonctionnement différent, encore une fois, tu comprends ? Similitude au niveau de la sensibilité émotionnelle. Les personnes atteintes de TDAH et celles qui ont un haut potentiel peuvent être émotionnellement sensibles. Elles peuvent réagir intensément aux stimuli émotionnels, être empathiques et ressentir les émotions de manière profonde. Encore une fois, similitude au niveau du fonctionnement, mais l'origine est totalement différente. Okay ? Hypersensibilité de douance, on va dire, d'un certain côté, et de l'autre côté, c'est une hypersensibilité, encore une fois, qui est dopée par le fonctionnement de TDAH. Similitude au niveau du besoin de stimulation intellectuelle. Tous les individus avec TDAH et ceux avec un haut potentiel ont souvent besoin, et même tout le temps, besoin de stimulation intellectuelle pour se sentir engagés, se sentir épanouis, se sentir bien. L'ennui, c'est un défi pour les deux profils. Et ils peuvent rechercher tous les deux des activités, des environnements qui nourrissent la curiosité, leur soif de connaissance, leur soif de nouveauté, d'apprentissage. Donc stimulation intellectuelle, d'un côté, encore une fois, pour faire face à l'ennui, de l'autre côté, parce que le cerveau est dopé. Et dernière similitude, c'est le potentiel créatif. Les personnes atteintes de TDAH et celles qui ont un potentiel peuvent présenter un potentiel créatif élevé parce que leur capacité cognitive et leur façon de penser différemment peuvent favoriser l'émergence d'idées qui sont neuves, des solutions un petit peu originales, des expressions artistiques par exemple. Donc tu vois qu'il y a des similitudes, mais qui n'ont pas le même fonctionnement. Ok ? Donc maintenant que tu es fort de tout ça, je te recommande, si tu t'es reconnu dans les critères diagnostiques du TDAH, avec ou sans hyperactivité, eh bien d'explorer cette thématique et d'en apprendre plus parce que justement, il y a des stratégies d'adaptation à mettre en place. Il y a des stratégies pour modifier son environnement, se préparer, ce qu'on appelle aussi des TCC, des thérapies comportementales cognitives. Il y a tout un arsenal de solutions quand on est adulte et quand on est enfant, afin d'éviter de tomber dans des traitements médicamenteux qui fonctionnent très bien, mais c'est pas, on ne prend pas un rouleau compresseur tant qu'on n'a pas testé des stratégies d'adaptation comme ça, beaucoup plus simples. Donc c'est la raison pour laquelle on a mis en place cet accompagnement en visioconférence et en formation qui s'intitule « Dépasse le TDAH », dans lequel on t'accompagne pendant 3 semaines. Alors tu peux le faire tranquillement, c'est pas en journée, c'est en cours du soir, c'est fait exprès pour les personnes qui travaillent. On a des rendez-vous en visioconférence, des rendez-vous en visioconférence et une formation théorique à côté. Bref, un programme très complet, mais adapté à ceux qui n'ont pas beaucoup de temps pour mettre en place des stratégies d'adaptation pour le TDAH. Donc, toutes les informations se trouvent en description de cette vidéo. Clique dessus si vraiment c'est quelque chose qui t'appelle. Sinon, tu mets un like sur la vidéo, tu laisses un petit commentaire pour remercier le travail qui a été effectué. Et bien sûr, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Attention, ce programme d'accompagnement ferme ses portes dans une semaine, c'est-à-dire lundi prochain. Donc vérifie au moment où tu regardes la vidéo si les portes sont encore ouvertes pour ce programme. Tout est en description de la vidéo ou du podcast. Je te dis à très vite. Que la force soit avec toi.